Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. D'abord parce qu'on vient clôturer cette saison 1 des podcasts, mais aussi parce qu'on reçoit pour la première fois 2 invités, 2 frères, 2 pilotes, 2 trajectoires qui se croisent depuis toujours. Le plus rapide des deux. Moi. Moi. Le plus technique. Moi. Lui. Celui qui travaille le plus. Moi. Celui qui analyse le plus. Moi. Le plus stressé. Lui. C'est sûr. C'était exceptionnel, on était 8e au scratch. Il pleuvait et c'était des conditions que j'adore. Et puis, Colo-Brière de nuit, on n'avait plus de pneus parce que cette Clio mange beaucoup de pneus et je dis pas que c'est ça le problème, mais en fait, je pense que soit j'ai eu un moment d'absence, soit une mauvaise note, soit je sais pas. En tout cas, je rentre dans un virage en 2 très lent, je rentre à fond, de nuit. Mon premier réflexe, c'est que je tire le frein à main. Et en tirant le frein à main pour me sauver, il y avait un chêne à l'extérieur de la route. On le tape à 97 en latéral. Et on fait 97-0. Bonjour à tous et bienvenue sur Racing Trajectoire. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. D'abord parce qu'on vient clôturer cette saison 1 des podcasts, mais aussi parce qu'on reçoit pour la première fois 2 invités, 2 frères, 2 pilotes, 2 trajectoires qui se croisent depuis toujours. Même passion, même rêve au départ, mais pas forcément le même chemin. Pour terminer cette saison 1 de Racing Trajectoire, on est très heureux d'accueillir les Franceschi Brothers, JB et Matt. Merci d'être avec nous. Merci. Merci de nous avoir invités. Ouais. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, et ensuite, on donnera le top départ de votre épisode. Salut, nous c'est les Franceschi Brothers, pilotes de rallye, et puis on va vous parler de nos trajectoires. Top départ. Avant les titres, avant les résultats, c'est quoi vos premiers souvenirs en sport auto ? Pour ma part, il y en a beaucoup. Je pense que ça part déjà quand on était minot en regardant les cassettes. Mais le plus gros souvenir, c'est d'aller voir notre père qui roulait à l'époque une Saxo Kit Car et de le soutenir et de voir les beaux résultats. C'est là que je pense que la passion a commencé à vraiment faire effet. Et toi, Matt ? Moi, le premier souvenir physique, en tout cas, il me semble que ça doit être 2005. Mon père il avait une Clio Williams avant d'avoir la Saxo Kit Car. Et le premier souvenir, c'est qu'il sort de cette spéciale qui était au rallye de Fayence et qu'il abandonne tout de suite au bord de la route. Là. Et ça, c'est la première image que j'ai physiquement d'un rallye. Ouais. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez déjà compétiteurs entre vous ? Non, je ne suis pas souvenir. Non. Non, pas trop. On a toujours fait beaucoup de sport ensemble, mais toujours dans l'entraide, on va dire. Pousser l'un La vers l'autre. compétition avec les autres, mais pas entre vous. C'est ça. Et petit, est-ce que vous vous imaginiez déjà pilote tous les deux, après ces premiers souvenirs sport auto ? Ce serait mentir de dire que non. C'est vrai que comme il l'a dit, d'avoir vu notre père rouler, beaucoup rouler à cette époque-là, enfin beaucoup, il faisait 5-6 rallyes dans l'année avec la Saxo, après il avait la 306, puis la Mitsubishi, et d'être là, supporter et spectateur de tout ça, à un moment donné, tu dis, bon, il va quand même falloir que j'essaye pour être certain que ça me plaise autant que prévu, quoi. Mais bien loin d'imaginer que c'était possible et réalisable. Ah ouais. Ouais. À quel moment vous avez commencé à y croire un petit peu ? Je pense que c'est à l'obtention du permis. À partir de là, on s'est dit, bon, on a réussi à avoir une première voiture. Et avant, on roulait un petit peu dans un champ, dans un terrain privé. Et déjà, on faisait des chronos. Mais on pensait que ça allait se limiter qu'à ça, parce qu'on savait que l'accès à ce sport, il est quand même difficile. Donc voilà, c'était un rêve. Vraiment. Et vous n'avez jamais envisagé de copiloter votre père ? Non, jamais. Moi, c'est sûr que non. Non, j'ai direct su que si j'essayais ce sport, c'était pas à côté. C'était derrière un volant. C'était derrière le volant ou pas. On montait souvent avec lui en reco, des fois en essai. Mais de là à dire les notes, non, c'était pas notre place, je pense. Et vous avez commencé tous les deux, du coup, sur une C2R2. Pourquoi le choix de cette voiture ? Je suis sûr, c'est d'abord budgétairement, à l'époque, c'était toujours l'époque des 208, etc., donc les moteurs atmosphériques. Et la C2, c'était une voiture qui avait atteint sa décote maximum, entre guillemets, et qui était accessible entre 20 et 25 000 euros. Donc, elle pouvait aussi rouler autant sur terre que sur asphalte.
Et puis nous, dans l'optique d'essayer d'être bon sur les deux surfaces, bah, c'était le plan idéal puisque ça coûtait rien. Je m'entends, hein, ça coûte jamais rien, mais Par rapport à d'autres, bien voilà, sûr. par rapport à une rallye 2 actuelle, ça coûte rien. On pouvait aller faire des rallyes dans toute la France, sur terre et sur asphalte, avec à moindre coût, et en famille, on attelait la voiture à la remorque. Et c'est un choix à peu près logique. Vous avez pris du plaisir dans cette voiture. Ah ouais. Ouais, énormément. Ouais. C'est le début. C'est vrai que on a tous les deux commencé par un rallye terre. Et je pense que c'est vraiment la meilleure école. Et comme il disait, c'était vraiment à moindre coût. On y allait avec notre père, notre mère, petite assistance. On faisait comme on voulait. C'était... Une bâche, 4 pneus d'occasion, Et c'est parti. Et voilà. En 2017, c'est une année forte pour vous deux. Matt, c'est l'année où tu remportes Rallye Jeune. Et toi, JB, tu deviens champion de France junior à la même année, cette année-là. Deux résultats différents, mais deux trajectoires qui prennent de la vitesse. Matt, j'aimerais qu'on revienne sur Rallye Jeune 2017. Raconte-nous ce moment où tu comprends que tu vas gagner. Ouais, là, ça a été un ascenseur émotionnel dans tous les sens, parce que faut savoir que Rallye Jeune, ça se déroule sur plusieurs semaines même, et la finale sur plusieurs jours. Déjà, en amont, on était parti en sélection avec un ami à moi à Lyon. On avait fait 1 et 2, donc c'était super. On a été convoqué à Nîmes quelques jours plus tard. Quelques semaines plus tard même. Et puis, une étape, deuxième étape, troisième étape. Et vient l'étape où on est devant un jury qui est partenaire de l'opération. Et puis, tu passes devant ce jury, et là, 1 heure s'écoule, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Là, il commence à faire nuit. Et là, tu dis, mince, j'ai dû dire une bêtise. Qu'est-ce qu'on est 4 ou 5, on était dans la situation à attendre des heures et des heures. Et d'un coup, hop, 21 heures, bah allez, c'est bon, ça s'est décidé. Et là, ils en appellent le suppléant, le premier vainqueur, et il reste qu'un volant. Et là, ils commencent à dire, le deuxième pilote est un licencié, et c'est Mathieu Franceschi et tout. Et moi, j'étais au fond de la salle, je fais, non, c'est pas possible. Ouais. J'étais comme ça sur ma chaise. Et après, bah, tu vois, ils te donnent la coupe, il y a tout le monde, tu fais des bises, des photos, des trucs et tout. Tu fais, C'est parti. Et après, tu rentres sur la route, je me souviens, il était minuit, on est rentré dans la nuit, mon frère était resté avec moi. T'es là, tu reçois plein de messages, t'es sur la route avec ta coupe sur les genoux, et tu fais, ouais. Ça y est. Ah ouais, l'année prochaine, je fais le championnat de France junior, quoi. Et puis en 2018, et la Fiesta R2J, la saison 2018 arrive avec la Fiesta R2J. Comment ça se passe cette saison? Bah, disons que si je me replonge un peu dans l'émotion à ce moment-là, c'était un rêve. Hein. C'était à peine deuxième saison en rallye. Tout est pris en charge par la FFSA, les logements, les engagements. On a même le droit de casser une voiture. C'est dur de dire d'avoir de meilleures conditions à la base. Mais après, quand j'en parle maintenant, c'est un goût un peu différent parce que finalement, on s'est rendu compte aussi à cette époque, la jeunesse, on se rend compte que le monde de bisounours, c'est que la télé, quoi. Et oui. Je comprends. JB, champion de France junior 2017, la saison parfaite pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, moi, je vais revenir sur 2016 parce qu'en fait, on finit la Coupe 208 par un podium. Et de là, je me fais aborder par un certain monsieur Bernardi qui veut nous rencontrer avec mon père et qui nous dit que voilà, le championnat de France junior va être présent pour la première fois en France avec les Fiesta R2J. Et il fait en sorte qu'on essaye d'acheter une Fiesta R2J pour faire ce championnat. Et ça va être ma première saison dans une vraie équipe, en dehors du package familial, on va dire. Et donc déjà, c'était génial. Et on a donc fait le championnat. On a gagné 4 courses. On a fait 5 courses. On a gagné 4 courses sur 5 et une deuxième place. Ce qui nous a permis d'avoir le titre. Et la dernière course, justement, c'était la Rallye du Var, que la fédération m'a fait faire avec la plus grosse Fiesta R2T. Donc c'était une saison de rêve. Tu t'es régalé. Quand tu termines cette saison, est-ce que tu sais qu'en 2018, donc l'année d'après, tu vas faire le junior WRC? Pas du tout, non. Pas du tout. C'est vrai que je pense que la belle performance qu'on avait fait au Rallye du Var a un peu poussé les choses. Et je pense que, si je me rappelle bien, c'est en décembre que j'apprends que je vais intégrer l'équipe de France. Déjà, pour moi, c'était incroyable. Puis faire le JWRC et en plus de ça, faire des manches en WRC 3, au total 10 manches en mondial. Et c'était... Même aujourd'hui, j'arrive presque pas à y croire parce que c'était incroyable. Le tout en équipe de France, supporté par la fédération. Et ouais, c'était une année
quand même folle, parce que Finlande, Suède, Monte-Carlo, tous les rallyes qui font rêver les plus jeunes. Donc, ouais, c'est incroyable. Puis en 2019, volant Peugeot en 208 R2 pour tous les deux. Matt, tu gagnes le junior, et toi, JB, le général. JB, pourquoi est-ce que cette année fonctionne particulièrement bien pour toi? Bah déjà, faut savoir que 2018 s'est arrêté, ça s'est fini la saison en JWRC. Puis la transition 2018-2019, je me suis retrouvé sans rien parce que la Fédé a estimé que j'avais pas gagné le championnat et que je faisais plus partie de l'équipe de France. Donc gros point d'interrogation. Et puis avec mon père, on a eu un coup de fil de Stéphane Sarrazin qui nous a proposé de faire la 208 Rally Cup. Et à ce moment-là, la 208 Rally Cup, c'était génial parce qu'à la fin, on pouvait gagner un volant officiel avec la C3, officiel Citroën, quoi. À partir du moment où tu sortais de chez toi, ça ne te coûtait plus rien. C'est un rêve. Donc un vrai objectif avec un vrai gain. Et donc, on part dans cette Coupe 208, totale confiance avec l'équipe, Sarrazin. Et ça se passe particulièrement bien. On arrive à être titré une course avant la fin, en remportant 3 courses sur 7 dans l'année. Donc, ouais, c'était génial. Puis la 208 R2, c'est une caisse fabuleuse avec Atmo et un châssis génial. Donc, ouais, c'était vraiment une belle saison. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens que tu franchis un cap sur cette saison? Cette saison, c'est vrai qu'en plus de la Coupe 208, j'avais l'occasion de faire quelques rallyes en R5, mes premiers rallyes en R5 avec un team italien, parce que l'objectif c'était de gagner la Coupe 208 et de rouler en C3 R5. Donc on essayait de préparer ça au maximum. Je faisais ouvreur sur plein de courses en championnat de France pour apprendre les routes, plus quelques courses en championnat d'Europe que M-Sport m'avait proposé de faire avec la nouvelle Ford. Et je pense que le fait de rouler beaucoup et de passer beaucoup de temps dans les spéciales en reco sur des terrains différents, terre, asphalte, dans des pays différents aussi, je pense que ça fait passer des caps sans s'en rendre compte. Et une pointe de vitesse qui est dure à égaler, il faut exercer en fait. L'expérience, c'est que ça. C'est ça. Toi, Matt, tu gagnes le junior sur cette saison-là. Oui. Raconte-nous. Ouais, au même titre que lui, fin 2018, on était lui équipe de France et moi Rallye Jeune, donc tout s'est arrêté d'un coup. Là, ma référence de bisounours est venue, mais voilà, tout s'est arrêté, donc il a fallu se recycler, réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était peut-être le nom qui posait problème. Ouais, je sais rien, en tout cas. Je sais pas, en tout cas, on va pas faire de débat trop long là-dessus. Il fallait trouver un truc à faire parce que on avait montré déjà de belles choses et puis c'était bête d'arrêter maintenant. Et voilà, il a eu l'appel de Stéphane Sarrazin pour participer à la Coupe 208. Et moi, par rapport à mon âge, je pouvais l'effectuer aussi, mais en me concentrant que sur le junior. Et moi, alors c'est un appel de Bernard Piala pour le coup. Et nous voilà partis sur chacun dans un team, mais dans le même championnat, mais pour 2 objectifs différents. Et ça a été super bien, parce qu'on ne s'est pas mis en concurrence, même si on était sur les mêmes rallyes avec les mêmes voitures. Et puis même parfois, ça nous aidait d'être l'un à l'autre pour les points, donc notamment en langue où on fait 1 et 2 et que ça permet de faire bloquer un peu des points à ses concurrents. Et puis moi, je fais le premier junior, donc c'était parfait. Pendant que chacun vivait donc sa saison, vous suiviez les résultats l'un de l'autre? Disons que moi, à ce moment-là, donc j'étais quand même jeune, donc je suivais, mais ça pouvait un peu m'impacter. C'était s'il avait un problème, j'avais un problème, quoi. Donc c'était pas forcément, j'avais pas passé le cap mental de me dire on fait la course en même temps. S'il a une panne mécanique ou une crevaison, enfin voilà, c'est sa course. Ça t'impacte pas, c'est sa course. J'y suis pour rien. Et donc cette année-là, oui, alors je suivais, mais c'était pas bénéfique forcément. Ouais, puis en plus on était l'air de rien dans 2 teams complètement différents. Donc on s'aidait, etc. Mais c'est vrai qu'à l'assistance et tout, on était séparés. Et mais malgré tout, oui, on faisait en sorte que ça aille pour les 2. Et du coup, est-ce que vous travaillez ensemble du coup les rallyes, sur les caméras, vous avez échangé sur le comportement de la voiture, sur les réglages, en dehors?
Ça nous arrivait, mais c'était pas non plus trop, parce qu'on avait, à cette époque-là, lui il sortait du JWRC avec une expérience de roues motrices, autant terre qu'asphalte, énorme. Enfin, il était au bout de la catégorie, entre guillemets, il était à la limite de tout. Tandis que moi, je sortais d'une R2J et c'était déjà Le puissant, début. une 208 Eh oui, R2, c'était et le début. ça roulait déjà vite. Enfin, j'étais à un niveau de progression où pour moi, c'était déjà un cap, la 208. Et lui, pas du tout. Donc, on n'était pas du tout dans la même phase. Lui, il cherchait vraiment la limite de la 208, tandis que moi, je cherchais un truc confortable pour essayer d'être en confiance. Et vice-versa, même son niveau de pilotage, ça avait rien à voir. Donc, oui, je regardais sa caméra, mais hormis me dire, mince, moi, si je fais pareil, je vais me planter. C'était pas bénéfique. À ce moment-là, il y avait trop de décalage de niveau pour que ce soit utile, je pense. 2021-2023, 2 titres, 2 chemins. Là, vos trajectoires prennent 2 directions, puis reviennent au même endroit. JB, champion ERC3 2021, puis champion de France Terre 2023. Matt, champion de France Terre 2022, dans le même team, avec la même voiture, sur le même championnat. JB, est-ce que tu peux revenir sur ta saison de championnat d'Europe ERC3 ? Avec plaisir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 2020, il y a eu le Covid, et 2021, il y avait encore le Covid, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, il y a eu des épisodes. Donc la saison, elle avait repris en mai ou juin. Et du coup, durant cette trêve, moi j'avais un volant officiel avec Citroën en 2020 qui a été annulé à cause du Covid. Et l'objectif, c'était de redécaler ce gain sur 2021, pardon. Et sauf que à cause du Covid, Citroën et tous les partenaires m'ont dit que c'était pas possible, donc il fallait que je paye, donc c'était impossible. Et à ce moment-là, il y a Benoît Nogier qui m'appelle, c'était le directeur technique de Renault à l'époque, et qui me propose, pour promouvoir la Clio Rally 4 qui venait de sortir, de faire le championnat d'Europe chez Toxport. Pour un coût, franchement, dérisoire, très abordable. Ouais. Il avait vraiment confiance, et donc j'ai dit ok. J'ai abandonné le championnat de France et j'ai dit on va faire l'ERC. Et on est parti en ERC et début, première course, c'était catastrophique. La Clio n'était pas du tout au point, plein de problèmes mécaniques, abandon. Puis Renault et Toxport se sont vraiment ressaisis et ont mis les bouchées doubles, on va dire. Et après, la caisse était fantastique. On a gagné plusieurs courses pour finir par remporter le championnat d'Europe, junior et ERC3. Donc, encore une fois. À quel moment tu sens que le titre devient possible sur cette année-là ? Tu as commencé par des déboires, la saison se poursuit. On commence compliqué, c'est vrai, des débuts difficiles. Et après, en mettant la pression sur des adversaires qui étaient des fois chez eux, j'ai vu qu'ils commençaient à faire des erreurs. Nous, on en a profité. On a gagné en Lettonie face à Cesc, Martin Cesc. On a gagné au Barum, à Rome, à chaque fois sur des rallyes quand même compliqués. Et en enchaînant la victoire, là, on a commencé à se rendre compte. En plus, on avait vraiment un vrai soutien de Renault Sport. On a commencé à se rendre compte que c'était envisageable et qu'il fallait tout donner, quoi. Donc, ouais, à peu près à la moitié de saison, on s'est dit, allez, faut y aller. Et à l'issue de ça, pourquoi revenir ensuite vers le championnat de France Terre ? C'était compliqué parce que, donc, à la fin de la saison 2021, il y a eu le Rallye du Var, où j'ai eu mon accident. Ce qui a fait que, en fait, quand j'ai gagné le RC, le gain, c'était le junior WRC en Fiesta Rally 3. Donc c'était sympa. Mais comme j'ai eu l'accident, j'ai pas pu faire la première course qui était en Suède parce que j'étais encore blessé. J'ai pu reprendre uniquement en Croatie, où on finit 3e. Et puis on a eu beaucoup de désaccords avec M-Sport, notamment sur les paiements, hein, comme d'habitude. Et donc, on a arrêté ça et puis on a continué de rouler avec AMD en championnat de France d'Euromotrice. Et après, cette année-là, Mathieu a fait une saison incroyable à la Skoda, en terre. Et puis l'objectif, on s'est dit, allez, pourquoi on ferait pas pareil en 2023 avec une Skoda. Et ça l'a fait grâce à toute l'équipe AMD qui a été incroyable. Et on est revenu en championnat de France terre avec la Skoda et c'était une saison magnifique. Matt, ton titre de champion de France, du coup, Terre 2022, c'est une saison parfaite aussi. Tu as gagné tous les rallyes. Raconte-nous comment tu vis ça. Là, cette année-là, ça a été quelque chose. Hein. Déjà, par les fondations du projet, on va appeler ça comme ça, c'est que on suivait l'accident de mon frère.
Et donc, dans l'idée, AMD avait fait la rencontre avec mon frère et il devait un petit peu... C'était un peu son programme, quoi. Et puis la convalescence et le fait qu'il soit pas encore prêt, etc. Mon père un peu dit Mathieu il est dispo. Moi à ce moment-là je roulais pas parce que j'avais plus rien. J'avais plus rien parce que comme lui le Covid, Citroën, tout ça, tout s'est arrêté. Merci, au revoir, alors qu'on avait gagné tous les deux. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais en tout cas ça nous a permis de rencontrer de belles personnes et donc allez, on part avec AMD, on se dit allez, on part en championnat de France Terre et puis comme il était en convalescence, on attaque au COS et on y va, quoi. Donc ça part, victoire. Ok, trop cool. Moi, je découvrais la Skoda, et beaucoup d'éléments nouveaux. Et puis au fur et à mesure des courses, on s'est amélioré. Le team était aussi jeune, mais très à l'écoute. Et malgré ma petite expérience, j'en avais un petit peu quand même. Et puis on a pu quand même structurer les choses, s'entourer des bonnes personnes et construire des bases très solides. Et de course en course, on a fait évoluer le package. Et finalement, à la fin de l'année, après 10 rallyes, on a gagné 10 rallyes et le championnat. Qu'est-ce que cette saison va t'apprendre ? Elle va m'apprendre l'importance du relationnel et de l'entourage. Parce que par le passé, dans les plus petites catégories, j'avais vu que parfois faire rentrer le loup dans la bergerie, ça pouvait être compliqué. Et que là, quand la bergerie était saine et que, c'était sain, ouais. Voilà, et que tout le monde allait dans le même sens, on pouvait faire de belles choses. Donc ça m'a surtout appris des valeurs de la vie et ça, du coup, on n'a que des bons souvenirs de cette saison puisqu'on était tous sur la même longueur d'onde et tous sur les mêmes valeurs. Même voiture, même championnat, est-ce que vous avez comparé vos saisons ? C'est logique. Et alors, comment ça se passe, ces comparaisons ? Disons que sur la Terre, c'est assez compliqué d'avoir les conditions identiques d'une année à l'autre par rapport à la pluie, le machin. Moi, je me servais beaucoup de ces caméras pour préparer les courses, parce que je l'ai fait l'année suivante. Et forcément, c'était un gros avantage. Mais sinon, en termes de comparaison, oui, bien sûr, on essayait de voir si ça allait de plus en plus vite, si ça stagnait, si c'était moins vite. Il y a eu un peu de tout. Et... Techniquement, vous échangiez, tu donnais des conseils aussi, j'imagine ? Oui, après, l'équipe c'est une équipe très pro, donc ils ont la base de données, entre guillemets, et comme il y avait aussi des courses de RC cette année-là, j'étais pas forcément là à toutes les courses. Mais c'est vrai que dès que je le pouvais, j'essaie d'apporter mon petit truc, même si j'ai pas forcément grand-chose à lui apprendre. Et on a un style de pilotage et de réglage qui est souvent qui était différent, en tout cas à ce moment-là. Donc je savais que l'équipe elle avait toutes les compétences pour l'accompagner au mieux et faire venir plusieurs personnes pour donner un avis. Parfois c'est pas constructif, donc il faut savoir rester en retrait et donner que au moment où ça semble nécessaire, pas donner des infos pour donner des infos, quoi. Justement, j'aimerais qu'on aille un peu sur le regard technique. Vous avez connu tous les deux le haut niveau. J'aimerais avoir du coup votre regard l'un envers l'autre. Si chacun devait définir le pilotage de l'autre, vous diriez quoi ? Moi, je dois dire sur le sien. Ah oui. C'est ça le principe. Je dirais méthodique, propre, et on voit qu'il y a du travail derrière. Et toi, Matt ? Lui, je dirais que c'est la descendance de Jean Ragnotti. C'est tout spectaculaire et à l'instinct, quoi. Il faut pas qu'il y ait un spectateur qui s'agite trop sur un mur, parce que même s'il est en cinquième, il va mettre un coup de câble, quoi. Le plus gros point fort de l'un de l'autre ? Pour lui, c'est l'instinct et il a pas besoin de réfléchir, il sait le faire. Donc... Et pour lui, le travail. Vous avez... Lequel est le plus instinctif, lequel travaille le plus dur ? On a les réponses. C'est bon, on a les réponses. Lequel aime le moins les reconnaissances ? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime les reconnaissances. Non, moi, je supporte pas ça. On se limite à 2 passages. Est-ce que vous faisiez systématiquement des débriefs ensemble ? Ou ça pouvait arriver de partager, mais pas systématique, c'était pas un moment pour vous ? Disons qu'il n'y avait pas de rituel sur un débriefing spécifique. On le faisait quand on sentait ou quand on était dans l'interrogation et que c'était nécessaire. Sinon, on s'instaurait pas. Là, il faut débriefer sur ça. Enfin. Par contre, il y a quelqu'un qui nous faisait souvent le débrief. Ouais. Notre père.
Ah voilà, C'était il y avait un souvent- temps débrief voilà. quand même. Il y avait quand même un débrief Et ça donnait quoi? sur les points qui Bah, disons que avaient si pêché. tu faisait- avais fait il une faisait des crevaison tableaux hasardeuse, avec, un prénom de chaque côté, il mettait les points forts et les points faibles. non, c'était rendez-vous cuisine, et puis le lundi à la première heure, en retour de rallye. Et puis si t'avais manqué de gagner un rallye parce que t'as fait un tout droit alors que t'avais 15 secondes d'avance, ben, il te faisait comprendre que t'étais un petit âne. Non, je rigole, mais enfin voilà, voilà, il cache pas ses mots, donc il nous disait que c'était pas bon. Enfin, voilà, il nous expliquait qu'il y avait sûrement moyen de raisonner meilleur et au moment où on a fait l'erreur, trouver un petit point qui nous met déjà en alerte sur attention. C'était peut-être C'était pas trop vite, c'était pas, voilà. pas où il faut. Hein. Et puis généralement, quand on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire dans tous les rallyes, enfin, pas que dans tous les rallyes on fait une erreur, mais je veux dire, moi, tu m'as compris. Ouais. Il y a toujours avant ça, quelques kilomètres avant ou quelques zones avant, un petit Une truc, alerte. une alerte. Et il faut juste arriver à avoir assez de maturité, assez de recul et surtout assez d'oxygène quand t'es en bloc, être assez lucide pour dire oh mince, ça y est, j'ai eu l'alerte. Ouais, c'est important. 2022-2024, on va aborder maintenant les moments qui ont marqué votre trajectoire. Une trajectoire, ce n'est jamais seulement que des titres. Il y a aussi les moments qui arrêtent le temps. JB, tu en as parlé juste un peu avant. J'aimerais revenir sur ce VAR 2022 avec le recul. 2021, ouais. 2021. Avec le recul, raconte-nous un petit peu ce moment. Bah, encore une fois, c'était donc une semaine après notre victoire en championnat de France aux îles Canaries, contacté par Manu, AMD, pour championnat d'Europe, excuse-moi. On venait de gagner le championnat d'Europe aux îles Canaries une semaine avant, et entre-temps, Manu m'avait contacté parce qu'il voulait promouvoir le team et la Clio qu'il venait d'acheter pour faire le rallye du Var. Donc on tombe d'accord, on fait un rallye du Var, c'était exceptionnel, on était 8e au scratch, il pleuvait et c'était des conditions que j'adore. Et puis, colo-brière de nuit, on n'avait plus de pneus parce que cette Clio mange beaucoup de pneus, et je dis pas que c'est ça le problème, mais en fait, je pense que soit j'ai eu un moment d'absence, soit une mauvaise note, soit je sais pas. En tout cas, je rentre dans un virage en deux très lent, je rentre à fond, de nuit. Mon premier réflexe, c'est que je tire le frein à main. Et en tirant le frein à main pour me sauver, il y avait un chêne à l'extérieur de la route. On le tape à 97 en latéral. Et on fait 97-0. Et donc, moi, à partir de là, j'ai aucun souvenir, même pas de par la spéciale. Et de ce qu'on m'a raconté, je suis resté inconscient plus d'1 heure. Arrêter la course, c'est les pilotes qui sont arrivés derrière, et mon copilote, c'était Florian Labourdette, qui ont fait en sorte que tout se passe bien. J'ai eu de la chance parce que derrière, c'était des médecins, notamment la femme de Hugo Margaillan et Maxime Bégalc, qui m'ont fait les premiers secours parce que les médecins de poste se sentaient pas de le faire. Donc du coup, hôpital, des fractures, bien blessé, mais content d'être en vie parce que c'était très chaud. Et voilà, notre première rencontre avec AMD. Ça a marqué. Ça a marqué le truc et ça a créé quand même quelque chose parce que aujourd'hui on est plus que. Il n'y a plus de professionnalisme, tout ça, c'est vraiment des amis. Donc voilà, c'était ça l'histoire. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile après? C'était revenir physiquement ou remettre le casque? Physiquement. Physiquement, parce que je suis resté quasiment 5 mois sans rien faire. Mentalement, ça allait parce que je me rappelais de rien. Ah oui. Moi, je voulais rouler pour essayer de passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est 4-5 mois chez soi, c'est long. Voilà. Et toi, Matt, comment tu as vécu ça de l'extérieur? Ben moi, à contrario, je me rappelle de tout. Donc ça, c'est pas ouf. Mais après, on fait des rallyes dès qu'on a pu, et on sait très bien qu'il y a des risques. Alors c'est sûr qu'il y a des risques de sortie, il y a des risques de se faire mal, mais on se dit toujours, bon, ça sera pas très grave. Et là, en l'occurrence, à l'instant présent, quand ça s'est passé, on savait pas du tout, quoi. Et comme nous, on n'était pas sur place, on pouvait pas être dans le virage, on n'avait pas d'infos pendant plus une bonne heure et demie, rien. Et puis moi, j'essaie de l'appeler, donc injoignable.
Et le seul que j'ai réussi à avoir, c'était Patrick Magnou qui était derrière. Et je lui dis, bah, passe-le-moi. Et comme ça, j'arrive. Et il me répond pas. Je dis, mais qu'est-ce que. Mais passe-le-moi. Il me dit, bah non, je peux pas te le passer là. Ah, Ouais. ok. Donc là, on est à ce niveau de gravité, quoi. Ok. Ben, vous êtes où? J'arrive. Et la route a été bloquée en bas, donc cours pendant 1 kilomètre. 2 kilomètres. Ouais, 2 kilomètres en sprint à 22h. Et j'arrive, tu sais, la scène, bah Manu l'a raconté. Surréaliste, toi. La scène avec les lumières, comme ça, et la voiture au milieu, toute coupée. Ok, bon, ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu demandes aux pompiers, tu veux pas les déranger, ils sont en train de faire leur boulot. Et puis après, bon, la convalescence, ça a été long, mais ouais, c'est un souvenir particulier. Après, il faut avancer, vous avez avancé et, Ouais, c'est Ah ça. et oui, l'histoire après, elle est non, belle. c'est sûr qu'on reste pas bloqué là-dessus, mais n'empêche que tu te rends compte, en tant que passionné, de tous les problèmes qu'il y a autour d'une organisation d'un rallye et qui auraient pu coûter la vie, quoi. Matt, en 2024, tu es en ERC pour la 2e année et tu finis vice-champion d'Europe. Quand tu regardes cette saison, tu ressens quoi en premier? En premier, là, il y a beaucoup. Cette saison, elle a été folle. Bah, je pense que c'est mon meilleur niveau, le meilleur niveau que j'ai atteint en rallye, où tout a commencé à se mettre En bout à bout. place. Et ça a commencé en Hongrie, où nouveau rallye pour tout le monde, et c'est la 2e année en ERC. Donc c'était clairement l'objectif d'aller gagner. Et on est en tête du rallye, donc tout va bien. Jusqu'à ce que se fasse un tonneau, ou que Manu a déjà raconté aussi dans ton podcast. Et on perd 50 secondes, et là on repart grâce à l'équipe AMD qui me dit, bah de toute façon, Et cassé, continue. casser pour casser, roule. Hein. On verra bien ce que ça va donner, on fera les comptes à la fin du rallye. Donc le fait de ne pas avoir eu de pause, entre guillemets, de se dire mince, l'erreur, de ne pas cogiter sur l'erreur, dès la spéciale d'après, je suis reparti. Je sais pas, j'ai vrillé. Enfin, j'ai vraiment. Déconnecté. À ce moment-là, j'ai vraiment passé un cap de. Je sais pas, c'est de la maturité ou de la folie, ou je sais pas, je suis parti. Enfin, on remonte, on finit 2e à 15 secondes en gagnant la Power Stage, etc. Et là, j'ai vraiment senti. Je me suis dit, ah ouais, je suis allé beaucoup plus vite, mais je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Plus à l'aise. Plus en sécurité. Alors, c'est paradoxal parce qu'on a fait un tonneau, mais j'ai l'impression que voilà, quelque chose s'était passé. Et puis après, on a enchaîné aux Canaries, où on joue au 10e et on finit 2 derrière Bonato à 2 secondes 8. Puis vient la Suède, où c'est un terrain où nous, les Europes, enfin non, c'est l'Europe aussi, mais les pilotes d'asphalte, on n'est pas forcément à l'aise très rapidement là-bas. Et puis finalement, on est là, on est dans le coup. On fait même des temps avec Solberg, avec Padon. Enfin, on joue avec eux, quoi. Et puis une Power Stage à 1 kilomètre de l'arrivée, on est en bagarre avec Equila, il me semble, pour jouer pour finir 3e. Et sur un truc où à la caméra, pour moi, ça passait. Je pouvais passer à fond, se prendre les freins à la sortie. En fait, fallait pas prendre les freins à la sortie. Et là, tout parti en l'air, détruit la voiture, mais détruite, voilà. Record d'arceau tordu chez Skoda, 14 tubes tordus. Enfin bon, et voilà, et là, la confiance. Et ça s'effondre un peu. Voilà. Et puis nous, on vient d'une famille où on n'a pas. Tu casses une voiture qui vaut le prix de ta maison. Et ouais. Tu peux pas te dire, dans 15 jours, il y a l'Estonie, il faut rouler pareil. Ouais, j'aurais bien voulu, mais voilà, à ce moment-là, j'ai vu un pic de. Ouais, puis tu t'es fait mal aussi. Ouais, je m'étais un peu fait mal. Ça avait vraiment tapé fort. Et voilà, une accumulation un peu de. Trop à réfléchir sur ça. J'ai perdu confiance, et sur la fin du championnat, j'ai pas été aussi bon qu'au début. Et il nous manque rien pour gagner. Et voilà, fini 2e. J'allais te demander qu'est-ce qui manquait pour le titre. Déjà, là, il manque une course parce que l'Estonie derrière, on est nul. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Pas de confiance. C'est un terrain très rapide, similaire à la Suède, même plus rapide. Et là, je regarde pas du tout la route. Je regarde que à côté. Mince, il est où le talus? Il est où? Enfin, voilà. Pas bon. Et après, on attaque les rallyes asphalte pour finir la saison. Et là, inexplicable, au baroom. Je pars à une première spéciale, il pleuvait à la fin de la 2e journée. On a une triple crevaison en 2 spéciales, inexplicable. Même Michelin n'a pas de réponse aujourd'hui, on sait pas. Alors on veut pas avoir l'esprit trop tordu, mais en tout cas, quelque chose s'est passé. 3 roues crevées, abandon. Voilà, fin du championnat.
Tu vis ça comment à ce moment-là? Ouais, Difficile. Là, j'avais une rage. Quand je suis sorti la voiture là au point stop tu te rends compte que t'as abandonné parce qu'il y a 3 roues qui ont crevé. Je dis 3 roues qui ont crevé parce que alors aujourd'hui, personne n'a la réponse, même en regardant les caméras, tout, de savoir comment ça s'est passé. Une rage, j'avais envie de tuer tout le monde. Enfin, mais nul, hein, c'est pas explicable, mais j'ai tellement de la frustration maximale. Ah ouais. Ouais. Dur, puis tu t'es Ouais. investi, d'engagement. C'est ça. Et là, t'es là au point stop et tu regardes, tu vois le mec avec sa caméra qui fait point stop au live. Tu regardes, tu fais, mais ça y est, c'est trop tard là, c'est fait. Ciao. Et voilà. Après, il a fallu du temps pour passer à autre chose, quoi. Donc pour finir, on va passer maintenant à une série de questions très courtes qui appellent des réponses courtes. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on répond en même temps ou c'est chacun? Le plus rapide, c'est comme un spécial, là, au départ. Le plus rapide des deux. Moi. Le plus technique. Moi. Lui. Celui qui travaille le plus. Moi. Celui qui analyse le plus. Moi. Le plus stressé. Lui. C'est sûr. Celui qui regarde le plus les vidéos. Je pense que C'est pareil, je pense. pas. Celui qui parle le plus de rallye en dehors d'un rallye. Lui. Moi. Le plus compétiteur dans la vie. Je pense que c'est moi parce que j'ai quand même du mal à jouer au no si je perds, donc. Celui qui a cassé le plus de voitures. Lui. Moi. Celui qui aurait été le meilleur copilote. Moi, je suis malade. À droite. Non, mais moi. Mais pas moi. Et la question que tout le monde se pose, si demain vous partez avec exactement la même voiture, qui gagne? Je pense moi. Non, c'est dur à dire, mais il y aurait bagarre, je pense. Pourquoi? Je sais pas. La même voiture, même réglage, même pneus, même conditions, tout. Est-ce que vous roulez déjà avec les mêmes réglages? Maintenant, quand il roulait avec la Skoda, oui, il roulait avec des trucs que j'avais moi, mais avant, le 208 et tout ça, non, on roulait pas forcément pareil. Même avec la Skoda Evo en championnat de France, on roulait pas pareil. Mais maintenant, si on avait les mêmes réglages, vu qu'on est proche en réglage, même pneu, c'est dur à dire, hein. C'est dur à dire. Moi, je vais dire moi, de toute façon, puis voilà. Si ça lui va pas, tant pis. Il contredit pas, c'est bon. De manière plus générale, quel est votre meilleur souvenir ensemble? L'air de rien, je pense que l'année de la Coupe 208, c'était quand même quelque chose. Parce que rafler, on va dire ça, rafler les 2 titres, les 2 frères qui raflent les 2 titres en même temps, Sur la même voiture. Même voiture, le même championnat, année. ouais. on a partagé du coup les remises des prix ensemble à Paris, enfin c'était un beau souvenir. Ouais, il y en a je beaucoup. pense que c'est la meilleure parce que 2018, où on était un peu tous les deux dans le cadre fédéral, on n'était pas sur les mêmes courses. Et 2022, 2023, c'est même voiture, même championnat, mais c'est pas en même temps, donc c'est pas des trucs qu'on a vécu vraiment ensemble. Alors que 2019, on partait au rallye ensemble et on allait. Et ouais. On faisait les mêmes rallyes, donc. Ouais, non, là. Ouais, 2019, je pense que c'est le meilleur. Votre rallye préféré? Bon, dans le monde. Ah ouais. Asphalte, je vais dire Barum Rally. Pareil. Et terre. Finlande. Mais ouais, j'allais dire Suède, mais pour défendre un peu notre championnat, je vais dire terre des Cardabel. Ouais, les terres de Lozère. Est-ce que vous pouvez nous donner une anecdote que personne ne connaît? Ouais, moi j'en ai une pas mal que très peu de monde connaît, personne. En 2018, encore une fois, j'avais fait donc le rallye de Finlande et avec la fédération, on avait réussi à faire en sorte de faire un rallye de préparation pour s'habituer aux routes là-bas avec une équipe finlandaise. Et donc on fait le rallye et j'y suis allé uniquement avec mon copilote et mon père. Mon père était venu aussi sur cette course. Et il se trouve qu'il est allé en spécial voir comment ça passe. Il est allé à un endroit, à la réception d'une bosse, parce qu'il y a beaucoup de bosses en Finlande, et il y a une Mitsu Evo 10 qui sort de la route devant lui, qui fait, je sais pas, 7 ou 8 tonneaux, il m'a dit, et qui se met à prendre feu. Et ils étaient que 5 spectateurs,
Et c'est mon père qui est allé sortir le copilote de la voiture, parce que sinon c'était... Il restait dedans, quoi. C'est ça. Et nous, on n'était pas au courant, et quand on revient à l'assistance, mon père avec un t-shirt plein de sang, et il s'est passé ça, et c'est vrai que c'était quand même... Il lui a sauvé la vie, quoi. Et c'est quoi, un mois après, on reçoit une médaille de la Finlande à la maison. C'était une médaille... Non, c'était l'équivalent de En fait, il était couronné de la Légion d'honneur du pays, entre guillemets. Ouais, parce qu'il a sauvé Pour la avoir vie sauvé, du gars. Voilà, C'est une belle anecdote. Ouais. C'était fou. Et pour finir, je vais vous poser cette question que je pose à tout le monde. Dans 10 ans, si on refait ce podcast, qu'est-ce que vous aimeriez venir nous raconter ? Alors, c'est vrai que ce qu'on aimerait raconter, en tout cas ce que j'aimerais raconter dans le sport auto, c'est vrai que je rêverais vraiment d'arriver à être au départ du championnat de France asphalte complet. Et puis, cerise sur le gâteau, essayer de gagner une manche, voir le championnat. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable avec le travail. Ils sont pas surhumains. Et même si ça va très très vite maintenant en championnat de France, je pense que il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc maintenant, voilà, c'est toujours pareil. Le problème, c'est les budgets aujourd'hui qui sont délicats à trouver. Et j'espère venir raconter ça dans 10 ans. Et puis, bien sûr, je souhaite beaucoup de bonheur à notre famille et qu'ils aiment pas trop de rallye. Ouais. Et toi, Matt ? Moi, dans 10 ans, côté sportif, je sais pas trop. Actuellement, comme j'ai fait une petite pause là-dessus, je sais pas comment me projeter, mais pourquoi pas avoir gagné encore quelques rallyes, peut-être me raligner sur des courses sur la terre, en championnat. En toute honnêteté, je sais pas vraiment, mais pourquoi pas, ça peut être sympa de revenir et d'avoir quelques victoires en plus. Mais la priorité, c'est juste que mon fils aille bien et qu'il aime pas trop les rallyes comme il l'a dit, et puis non, surtout que la famille aille bien et que nos projets puissent aboutir. Bon, moi, je vous remercie d'avoir joué le jeu de ce dernier épisode et de ces questions réponses à 2. Merci de nous avoir raconté vos trajectoires qui sont incroyables, exceptionnelles. Je vous souhaite évidemment, Racing Trajectoire vous souhaite évidemment tout ce bonheur-là. Ce sont des bonnes valeurs que vous partagez. Et moi, si je peux rajouter un mot, dans 10 ans, j'aimerais bien vous revoir et que vous me racontiez quand même d'autres exploits derrière un volant, parce que la passion, on sait qu'elle est là et il faut trouver des moyens de pouvoir la continuer. Merci à toi pour l'invitation, c'est top. C'était top. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Racing Trajectoire. La saison 1 s'achève sur cet épisode et vous avez été nombreux à nous suivre et on vous en remercie. À présent, nous nous préparons au lancement de notre application Racings. Si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous aide énormément. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voulez voir derrière le micro et retrouvez aussi ce podcast en audio sur Spotify et Apple Podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison et de nouvelles trajectoires.